première idée clé que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'était que l'usine du futur représente aujourd'hui une opportunité parce que c'est un concept qui permet de remettre les focus sur les usines, sur les travaux industriels et donc de mettre en exergue des problématiques comme la désindustrialisation en France, comme la crise du travail qu'on est en train de vivre aujourd'hui en France. Et je pense que les sciences sociales doivent s'en saisir. Et justement, la problématique aujourd'hui, c'est que les sciences sociales, jusqu'à maintenant, ne se sont pas vraiment saisies de cette problématique. Et c'est un des enjeux de cette conférence aujourd'hui, de poser cette problématique-là. La deuxième idée clé, c'est qu'il y a aussi un risque, c'est qu'aujourd'hui, l'usine du futur semble se présenter malgré tout comme un concentré des nouvelles technologies, où les questions du modèle économique, de l'organisation du travail, du contenu du travail sont très peu traitées. Et donc on risque de passer à côté de ces problématiques. Et c'est pour ça que ce n'est pas suffisant que ce soit les sciences sociales, il faut aussi que d'autres parties prenantes des entreprises soient actives à ces niveaux-là. Et il y a aussi un enjeu qui concerne plus globalement ce qu'on pourrait appeler la gouvernance des entreprises. Ce n'est pas parce qu'on parle d'usine qu'on doit oublier qu'il y a une gouvernance derrière. Et si les usines continuent à être pensées comme des centres de coûts et les travail comme un coût dont il faut se débarrasser, externaliser, délocaliser vers les pays à bas coûts salariaux, c'est clair que l'usine du futur ne pourra pas être à l'auteur des espoirs qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle réindustrialise la France et qu'elle recrée des emplois industriels. En revanche, si on répare du travail réel, pour penser l'usine du futur, et donc on sort d'une vision trop technologique de l'usine du futur, il y a là des occasions pour repenser aussi la gouvernance de l'entreprise avec les travails comme partie prenante. Et la troisième idée, c'était d'essayer de tester un peu ce modèle de l'économie de la fonctionnalité qui est chez Artemis c'est si important, à partir du cas de l'automobile, et donc de jouer un peu le jeu et de mettre l'industrie automobile au service des services. J'ai pensé pour cela deux scénarios. Un scénario qui est plutôt cohérent avec ce que les constructeurs font, la hyper-personnalisation de leur offre, avec l'idée que les clients vont devenir demain prescripteurs, et donc de réfléchir à qu'est-ce que ça peut donner en termes d'usine et en termes de travail. Et effectivement, on peut s'imaginer que si cette hyper-personnalisation va très loin, cela va avoir des conséquences sur la complexité de l'organisation de la production qui vont peut-être amener à une plus grande autonomie et à une plus grande délégation de l'organisation du travail aux effectifs, aux opérateurs. Mais si on prend un scénario un peu plus radical, qui consisterait tout simplement à interdire la propriété de la voiture, et j'essaie de montrer que ce scénario, même s'il est très peu réaliste, il aurait des fondements rationnels pour qu'il soit mis en œuvre, eh bien, on aurait paradoxalement une configuration où on aurait une simplification de l'offre et sans doute un travail qui n'aurait pas besoin d'évoluer vers des formes de travail beaucoup plus autonomes ou enrichies avec des tâches plus intéressantes. Et donc, il y a là une problématique pour l'économie de la fonctionnalité. Ce n'est pas suffisant de transformer les produits en services pour que les travails soient aussi agis par cette logique servicielle. Et donc je voulais poser cette question en débat lors de la conférence. Le premier point, en fait, ça a été de revenir un peu à ce qui pose problème aujourd'hui dans l'évolution actuelle, dans ce qu'est devenu l'usine du présent, qui est confrontée à une situation de tension très forte, de crise, et donc parfois même d'impasse qui se vivent très concrètement avec des problèmes de santé pour les travailleurs, avec des problèmes aussi d'efficacité, de performance pour les entreprises. Donc comprendre comment déjà on peut avoir une compréhension de ce blocage. Et ce que j'ai essayé de mettre en évidence, c'est le fait, en fait d'une tension très contradictoire entre deux pôles très opposés. D'un côté, des leviers de performance qui poussent les entreprises à aller de plus en plus loin dans la recherche de gains de productivité basés sur des économies d'échelle, sur un développement de plus en plus poussé de la technologie, et tout ça toujours dans une vieille conception où il faut remplacer l'homme, le travail humain, le travail vivant, par de la technologie pour des questions aussi de conception de la valeur et du travail. Et parallèlement à cette dynamique, quelque chose qui va dans un sens opposé, c'est-à-dire que pour mieux se positionner dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel et instable, on pousse de plus en plus la logique commerciale à en fait, s'adapter le plus finement
en faisant le plus du sur-mesure et avec une hyper-personnalisation du bien vis-à-vis du client final, où tout désir presque demain sera entendable pour la production. Et donc on voit cette tension très forte qui est déjà à l'œuvre aujourd'hui entre, d'un côté, une dynamique où le standard se renforce, opposée à une dynamique où on cherche à faire du sur-mesure. Des deux côtés, la question du travail est absente parce que les deux logiques sont construites en dehors de la question du travail et de la manière concrète dont les personnes travaillent et arrivent à produire des choses. Voilà. À partir de là, il faut revenir sur la question du travail pour comprendre en fait en quoi il y a malgré tout une évolution aussi des formes de travail et donc comment cette dynamique macroéconomique a modifié aussi la donne du point de vue du travail. Et cela, de notre point de vue à Thémis, on travaille cette question autour de la dynamique servicielle qui transforme la dynamique de travail. Et en fait, cela consiste à revenir un peu sur le modèle classique qu'on utilise, qu'on mobilise en ergonomie dans le travail, où l'activité réelle, en fait, elle a une source de perception essentielle, c'est la tâche, c'est-à-dire la manière dont l'opération à réaliser pour produire a été préconçue par rapport à un résultat préqualifié, voilà, dans une logique industrielle classique où on définit ce qu'on veut faire et puis on met en place un processus. Voilà. Aujourd'hui, la dynamique servicielle, qui est de plus en plus présente dans les milieux de travail, dans tous les milieux de travail, introduit une nouvelle logique, qui est celle, en fait, qui voit dans le travail réel se produire quelque chose qui n'était pas entièrement anticipé. Pourquoi ? Parce que cette activité se fait en relation avec d'autres personnes. Dans les services classiques, c'est une relation avec le bénéficiaire direct, dans le soin, dans l'éducation, dans d'autres services de relations de service. Au sein même des organisations, on voit cette dynamique de servicialisation des rapports de travail se développer, c'est-à-dire qu'entre collègues, entre un salarié et puis son chef, ou avec des services support, il y a de plus en plus cette nécessité de prendre en charge des questions qui se posent à d'autres personnes pour trouver des solutions nouvelles, des solutions innovantes, des solutions qui n'ont pas encore été imaginées dans leur forme finie. Okay. Donc le travail, ce n'est pas que répondre à une tâche, c'est aussi prendre en charge une demande dont le résultat n'est pas connu d'avance parce que c'est précisément la coproduction, la co-construction des deux parties qui va produire quelque chose qui n'est ni dans l'organisation prescrite, ni dans la tête du seul travailleur, ni dans la tête du seul bénéficiaire de cela. Voilà. Donc, une fois qu'on a pris en compte cette dynamique servicielle qui transforme le travail, comment en fait ça peut inaugurer cette idée d'un projet pour une usine du futur, hein, dans l'idée, comme le mentionnait Tommaso, de saisir de cette question comme une opportunité pour repenser la question du travail. Et donc, il s'agit effectivement d'avancer des propositions pour voir comment cette idée de se projeter dans quelque chose qui n'existe pas encore est aussi l'occasion, effectivement, de déployer une vision du travail enrichie par cette dynamique servicielle. Or, cela, quelles questions ça pose ? Ça pose les questions sur l'évolution de la prescription et l'évolution de l'organisation du travail. C'est-à-dire, comment demain, l'organisation du travail va prendre en charge cette question de l'animation du travail des personnes, en sachant qu'elle ne pourra plus être réglée dans la logique classique de l'industrie, avec la tâche, la consigne qui descend du haut vers le bas, où en haut, c'est le bureau des méthodes qui définit les procédures pour les autres, mais en fait, de plus en plus, en fait, elle va avoir besoin d'espaces de régulation collective pour prendre en charge les questions de l'activité réelle, donc sur des périmètres de résolution, de construction de problèmes, de résolution de problèmes à périmètre variable. Donc ce n'est plus l'unité, l'équipe calée sur des éléments de coordination et d'organisation prescrite, mais sur des choses qui vont être beaucoup plus fluctuantes et plus aussi à la charge du coup des personnes dans leur manière d'être en capacité de réguler les choses. Cela demande aussi d'autres dispositifs qu'on a l'habitude de mettre en avant au sein d'Athémis, c'est-à-dire des dispositifs de retour d'expérience, d'évaluation, à partir du travail réel, comprendre ce qui s'est passé, les difficultés rencontrées, la manière de s'y prendre pour surmonter les difficultés, qu'est-ce qu'on a bien fait, mal fait, mais cela demande des espaces de discussion collectifs, et à partir de ces enseignements, ensuite, ça peut nourrir une professionnalisation du point de vue des savoir-faire, des compétences individuelles, collectives.
développer du métier, et d'autre part aussi créer des leviers d'innovation, dans la mesure où c'est là l'occasion de repérer des nouveaux besoins, de repérer des nouvelles demandes, de repérer des nouvelles solutions qui peuvent ensuite enrichir le modèle d'affaires de l'entreprise.